Avec le double voile d'ignorance, nous avons démontré que l'intérêt général suppose de répartir le bien-être selon le mérite et de manière pragmatique. Cette vidéo va servir premièrement à préciser ce qui distingue la méritocratie dogmatique propre au libéralisme de la méritocratie pragmatique propre à l'approche post-libérale. Deuxièmement, elle va permettre de comprendre quelle quantité de bien-être chaque individu mérite de recevoir, ce qui nous permettra ensuite de comprendre la quantité de richesse que chacun mérite, puisque la répartition des richesses n'est qu'un cas particulier de la répartition du bien-être en société. De prime abord, la question même de la répartition du bien-être peut sembler assez bizarre. On pourrait se dire que d'une part, le bien-être de l'individu ne devrait regarder que lui-même, et d'autre part que le bien-être est difficilement mesurable. En réalité, même si l'individu peut générer une partie de son propre bien-être de manière isolée et privée, la société génère aussi une plus-value pour les individus. La société s'intéresse forcément à leur bien-être puisque l'intérêt général suppose de le maximiser. Pour autant, il ne s'agit pas de connaître exactement le niveau de bonheur de chacun, mais seulement de s'assurer que l'intervention publique participe à l'amplifier. Enfin, le fait que le bien-être soit difficile à évaluer est souvent exact, mais cela ne change rien à l'objectif que l'on doit viser. Par exemple, un gardien de phare continue de l'allumer chaque nuit, même s'il ne sait pas si un navire passera. Il n'y a aucun moyen de mesurer combien de vies il a sauvées, pourtant, éteindre le phare, sous prétexte que l'impact est incertain, serait une idiotie. Bref, la répartition du bien-être est bel et bien un sujet politique qui se traduit par la mise en place de récompenses et de sanctions. Elle peut prendre des formes très diverses. La répartition qui nous intéresse le plus est la répartition des richesses, mais elle peut aussi concerner les sanctions pénales, les honneurs, etc. En tout cas, la méritocratie libérale postule que les individus devraient simplement recevoir de la société l'équivalent du bien-être qu'ils lui ont apporté. Ainsi, il y aurait une égalité entre le bien-être causé et le bien-être mérité. Autrement dit, les libéraux considèrent que les hommes sont toujours responsables du bien-être qu'ils ont causé à autrui. C'est pour cela qu'ils adorent le marché libre, puisqu'il permet de lier le revenu des individus à l'utilité des marchandises qu'ils produisent. La répartition du bien-être est donc assez simple à concevoir dans l'approche libérale. Cependant, nous considérons cette méritocratie comme dogmatique puisqu'elle peut rompre le lien entre l'effort utile et le bien-être reçu. Il est vrai qu'il est essentiel que l'effort des individus soit utile à la société pour mériter une récompense. En d'autres termes, il faut que l'effort cause de l'utilité sociale pour qu'il soit pertinent de le récompenser. Néanmoins, causer un maximum de bien-être suppose paradoxalement de ne pas seulement récompenser les individus qui causent du bien-être, mais surtout l'effort utile, car lorsque des individus causent du bien-être sans effort, cela signifie qu'ils n'ont pas besoin d'incitation pour continuer d'engendrer ce bien-être pour autrui. Si l'on en accorde malgré tout, cela gaspillerait des récompenses qui auraient été incitatives ailleurs, notamment si elles avaient été redirigées vers l'effort utile. Par conséquent, nous proposons une méritocratie plus pragmatique dans laquelle le bien-être mérité serait égal à l'effort utile fourni, plus la plus-value méritée, moins l'effort utile à fournir. Donc la formule elle est un peu plus complexe que dans l'approche libérale, et il faut donc qu'on pose un peu les définitions. L'effort utile fourni correspond à la rétroaction suffisante pour inciter l'individu, et ceux qui en sont témoins, à persévérer dans ses comportements utiles. Par exemple, cela peut être une rémunération qui incite un salarié à travailler pour son employeur, au bénéfice final des consommateurs. En dehors de l'économie, cela peut être par exemple des félicitations ou des compliments qui vont inciter un artiste à créer ou un écolier à continuer à travailler à l'école. L'effort utile à fournir correspond lui à la rétroaction suffisante pour inciter l'individu et ceux qui en sont témoins à cesser ces comportements néfastes. Par exemple, cela peut être une amende ou une peine d'emprisonnement suite à une infraction. La plus-value méritée est quant à elle une part de la plus-value proportionnelle à l'effort utile fourni. Elle est égale à la plus-value moyenne multipliée par l'effort utile fourni divisé par l'effort utile moyen. Elle vise à encourager l'individu à accroître ses comportements utiles. En définitive, si le bien-être mérité est positif, il est exigible par l'individu à la société, alors que s'il est négatif, il est exigible par la société à l'individu.
Insistons sur le fait que quand on parle de répartition du bien-être, on n'est pas forcément dans le domaine économique, qui n'est lui qu'un cas particulier. Mais comprendre le bien-être mérité par chacun nous permettra de comprendre prochainement comment la société devrait répartir les richesses, c'est-à-dire le revenu mérité par chacun.